для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuel Hériard et vous écoutez Récit stratégique, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs, dédié à l'analyse et à la narration des conflits armés contemporains. Cette première saison se consacre à l'étude de la guerre dite de 66 jours, ayant opposé en 2024 le Hezbollah à Israël dans le cadre de la guerre de soutien à Gaza après l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en 2023. Un récit stratégique s'appuie non seulement sur le narratif et la connaissance de l'organisation qui a mené ce combat, en l'espèce le Hezbollah, dont j'ai pu rencontrer en septembre 2025 un membre de son état-major militaire. Et afin de mettre en perspective ces propos, plus d'une quinzaine de chercheurs et d'analystes vont aussi intervenir au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire. Vous écoutez ici un hors-série autour de ce documentaire, en cela que nous avons décidé de diffuser aussi toutes les interviews in extenso afin de permettre d'aller plus loin, au-delà des coupes essentielles à la réalisation d'un tel projet. Pour parler d'intelligence artificielle militaire, et plus largement du monde comme théâtre d'opérations militaires et technologiques, je reçois aujourd'hui Christophe Wazinski, un chercheur de l'Université libre de Bruxelles, qui se penche avec beaucoup de finesse d'analyse sur ces questions techniques, juridiques et morales d'armement concernant notamment les USA et Israël. Christophe Wazinski, bonjour. Bonjour Monsieur Hériard. Vous êtes professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université libre de Bruxelles et membre du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix. Vous avez dernièrement écrit un article qui m'a un peu sauté aux yeux sur l'intelligence artificielle et en fait l'intelligence artificielle militaire de défense. Et je souhaiterais avec vous aujourd'hui aborder plus précisément une rapide histoire et mise en pratique de cette intelligence artificielle par l'État israélien dans sa guerre à Gaza, mais également également au Liban et en Iran. Et j'aimerais mettre cette interview sous le thème d'une citation d'un chercheur en stratégie militaire qui signifiait que nous rentrions dans l'époque qu'il appelait en anglais Clausewitz out, computer in. Et j'aimerais voir avec vous la manière dont effectivement la stratégie militaire est en train de mettre l'art de la guerre et de la diplomatie et de la politique dehors au profit de la seule technologie. Si je vous dis par exemple aujourd'hui Lavender, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette technologie qui change la façon de faire la guerre et donc de faire de la politique? Alors, merci beaucoup pour votre intérêt, pour vos questions. Donc, je vais peut-être, avant d'aborder directement le cas d'Israël, revenir à au titre de l'article que vous évoquiez, c'est-à-dire Clausewitz out et Computer in, qui était un article, si mes souvenirs sont exacts, qui a été publié pendant les années 90, écrit par un auteur qui s'appelait Williamson Murray, qui donc faisait écho à l'évolution de la guerre dans le contexte de ce qu'on a appelé la guerre du Golfe, la guerre de 1991, et qui avait montré une évolution en cours dans la façon de faire la guerre avec l'introduction et l'usage de plus en plus systématique de capteurs, de systèmes électroniques au sein des forces armées états-uniennes. Et c'était par ailleurs un processus qui n'était pas tout à fait nouveau, vu que c'est des choses en fait qui prenaient leur origine déjà dans les années 70 avec l'introduction d'ordinateurs, de microprocesseurs, etc., qui étaient ajoutés à des systèmes armés. Et donc, on a parlé de révolution dans les affaires militaires pendant les années 90, à partir de la guerre donc du Golfe,
désigner ce processus. Maintenant, depuis, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé, on a vu émerger de nouveaux systèmes, de nouveaux équipements militaires, et assez récemment, donc la question de l'usage de l'intelligence artificielle, qui n'était pas une question envisagée dans les années 90, ou en tout cas pas au début des années 90. Alors, je pense que si on veut comprendre cette évolution et en retracer quelques jalons historiques, ce qui est intéressant, c'est également encore de s'intéresser un peu plus au cas des États-Unis et d'élargir un petit peu, parce que l'usage de l'intelligence artificielle, en fait, ça provient pas uniquement des forces armées, ça provient aussi des services de renseignement. Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, un certain nombre d'entreprises états-uniennes travaillaient pour le compte de la CIA et fournissaient à la CIA, à la fin de la guerre froide, des équipements qui étaient destinés à traiter de l'information de plus en plus abondante. C'est-à-dire que les agences de renseignement états-uniennes donc avaient des capteurs qui leur permettaient de faire des écoutes, de prendre des photos, de filmer des choses, etc. Et à la fin de la guerre froide, elles avaient des budgets limités pour faire de la recherche elles-mêmes et pour pouvoir développer en interne des systèmes d'exploitation de ces données de plus en plus importantes en termes de quantité. Et donc les services de renseignement ont délégué une partie de ces tâches à des startups, donc à des petites sociétés qui se sont mis donc à travailler sur des systèmes qui étaient censés remplacer, assister les êtres humains. C'est-à-dire que comme on était capable, comme la CIA était capable vraiment d'engranger, de produire énormément de photos, d'images, d'écoutes, etc., la quantité était telle que plus personne ne pouvait tout écouter, tout interpréter, tout analyser. Et donc la question s'est posée de savoir s'il y avait moyen de déléguer une partie de ces tâches ou d'assister ces tâches d'analyse ou de classement des informations à des systèmes électroniques. Et on a vu donc un certain nombre de startups émerger qui avaient la prétention d'assister, de produire des équipements pour assister la CIA notamment, mais aussi des agences autres de renseignement, la NSA, etc., pour développer ces systèmes. Donc ça, c'est quand même un jalon qui est très très important. Et puis, on a eu, si vous voulez, pour le dire un peu vite, donc un second jalon important qui était le début de la guerre contre le terrorisme, et où les capteurs, donc qui étaient notamment utilisés par les services de renseignement, ont été mis à disposition des forces armées états-uniennes en Afghanistan et en Irak dans les années 2000. Et les forces armées états-uniennes se sont aussi retrouvées donc avec des capacités d'interception, de photographie, pour produire des films, etc., qui étaient tellement importantes que plus personne n'était capable de tout lire. Il n'y avait pas assez d'analystes militaires pour pouvoir exploiter toutes ces informations. Et dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, par ailleurs, les forces armées ont commencé à mener des opérations qui ressemblaient un peu à des opérations que mènent classiquement les services de renseignement. Donc, le marché s'est étoffé pour d'autres startups, d'autres entreprises qui ont également donc produit pour le compte des militaires états-uniens d'abord des systèmes qui étaient destinés à assister les analystes militaires à visionner, interpréter, analyser, classer un certain nombre d'informations qui étaient des informations issues de capteurs de plus en plus nombreux déployés sur le champ de bataille. Il y a un de ces systèmes qui s'appelait par exemple le projet Maven, qui a assisté les militaires et les militaires donc filmaient trop d'informations avec les drones et il n'y avait plus assez de personnes pour analyser toutes ces informations et l'idée était de faire passer, si vous voulez, ces interceptions, plutôt ces images à la moulinette d'un système qui fonctionnait avec de l'intelligence artificielle. Donc le marché s'est développé, le marché s'est étoffé aux États-Unis, et je pense qu'on peut considérer qu'il y a eu une forme progressivement de normalisation, si vous voulez, du développement de ces systèmes-là. Un marché également, donc il y a eu de l'argent qui était mis à disposition, et il y a eu donc un certain nombre d'aubaines qui ont été créées pour des entreprises, des startups qui voulaient donc écouler des produits, vendre des produits auprès des services de renseignement, mais aussi auprès du Pentagone. Et puis en parallèle, il y a le cas israélien. Donc on a vu un mouvement relativement similaire, si vous voulez, avec quand même une déclinaison ou des déclinaisons qui sont peut-être un peu spécifiques au cas israélien. Alors on sait, les gens qui s'intéressent au cas israélien, à l'industrie d'armement israélien, savent que c'est une industrie donc qui est assez importante, que c'est une industrie aussi qui s'est développée depuis des dizaines d'années en s'adossant à l'industrie d'armement des États-Unis. Mais quelque part, l'industrie d'armement israélienne, c'est un peu une créature des États-Unis et de l'industrie d'armement états-unienne, donc elle est en partie dépendante, il y a des collaborations.
Et cette forme de dépendance, donc même si elle est perçue comme quelque chose de technologiquement très, très important, en réalité, ça reste une forme de dépendance. Donc, ça signifie que les Israéliens ne sont pas totalement souverains et maîtres de leur propre industrie, qu'ils dépendent encore des crédits états-uniens, qui dépendent donc du soutien des entreprises états-uniennes. Les militaires israéliens, dit-on, préfèrent parfois acheter des équipements états-uniens plutôt que d'acheter des équipements produits en Israël. Et ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, même plutôt, on a vu qu'aux États-Unis, par moments, certains présidents réchignaient à octroyer trop d'argent directement à l'industrie militaire israélienne, préféraient en fait que les Israéliens achètent des équipements états-uniens. Et donc, il y a eu des fluctuations dans le soutien financier états-unien à cette industrie-là. Et ce qu'on a vu, c'est que en Israël également, donc une partie de cette industrie, pour le dire un peu rapidement, donc c'est réorienté vers la production de systèmes basés sur l'intelligence artificielle au service des services de renseignement et au service des forces armées, et ont développé un espèce de créneau qui était un créneau par ailleurs au sein duquel, enfin un créneau d'équipement qui était produit par des collaborations entre à la fois les services de renseignement israéliens, certaines unités de renseignement des forces armées et des universitaires et des entreprises. Et donc, on a eu aussi donc en Israël un espèce de marché des startups qui a pris appui sur les demandes des forces de sécurité israéliennes dans le cadre de l'occupation de certaines zones palestiniennes. Des technologies qui, dans certains cas, des technologies de type un peu dual, c'est-à-dire avec des usages à la fois militaires, mais parfois des usages plus policiers ou plus de type garde-frontière, avec aussi une commercialisation de certains de ces produits à l'étranger, des logiciels de surveillance, à des États qui pouvaient être aussi bien des États libéraux européens, mais aussi des États autoritaires au Proche et Moyen-Orient et en Afrique. Et donc voilà, il y a tout ça qui s'est développé depuis, je dirais, une quinzaine d'années approximativement. Et ce à quoi on a assisté ces toutes dernières années, donc là j'arrive vraiment au cœur de votre question, c'est que au départ ces logiciels étaient essentiellement des logiciels donc de surveillance. Donc ils prenaient des photos et puis les photos étaient traitées, classées, ou des logiciels qui traitaient des écoutes téléphoniques, des interceptions, des identifications de photos, etc. Mais là, assez récemment, donc on a passé un cap, si vous voulez, c'est que des fonctions létales se sont ajoutées donc à ces systèmes-là. Donc c'est pas uniquement des systèmes qui traitent l'information, puis l'information est envoyée ensuite à des êtres humains qui mènent des combats. C'est que tout ça est rassemblé dans un espèce de réseau où on relie les systèmes qui captent avec les systèmes qui mènent les attaques, et qui éliminent les personnes, qui tuent les personnes. Oui, vous avez abordé l'écosystème israélien, que je vais résumer en trois choses. Le renseignement israélien militaire, le Haman, dispose de son unité 81. Il dispose l'armée, il dispose également du LOTEM, je crois, qui est l'Operational Technology Intensification, qui est finalement une sorte de mise en commun de moyens de renseignement et d'intelligence artificielle. Et puis, il y a la fameuse unité 8200, Shmoné Matayim, qui sert de l'IA sur à peu près tout, du data mining jusqu'à la fonction prédictive. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces différentes phases où on utilise l'IA, en fait? On a compris aujourd'hui, le grand public et moi le premier, que cette IA permet de repérer des cibles et finalement de mettre en action un avion ou un drone. Donc elle peut être quasiment sans humain dans la chaîne de décision. Là où les militaires français nous expliquaient que avant une sorte d'assassinat comme ça, il y avait trois boutons verts à appuyer, le bouton politique, le bouton du pilote qui restait maître de son armement s'il considérait que l'emploi de cette force était problématique, notamment en cas de perte civile ou de dommages collatéraux, et le bouton du responsable de la frappe sur place. Et aujourd'hui, on se passe de plus en plus de ces trois boutons verts. Comment l'IA gère cette chaîne
d'assassinats finalement massifs effectués par l'État israélien? Oui, alors c'est des questions importantes. Je vais aussi me permettre de faire un petit détour pour vous répondre parce que je pense qu'autour de l'usage de l'IA, donc il y a tout un discours de la nouveauté, de l'innovation, etc. Il faut quand même être très prudent par rapport à ces discours parce que je pense qu'ils sont exagérés. Il y a aussi des fonctions et des choses qui sont des choses assez, je vais dire tragiquement banales dans l'histoire des guerres et notamment des guerres coloniales. Donc je voudrais y faire référence. Et puis à côté de ça, c'est vrai, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de la nouveauté avec un traitement automatisé et avec la question, comme vous attirez l'attention là-dessus, donc du rôle et de la place de l'individu dans la décision et la question en fait de la chaîne de la prise de décision. Donc d'abord revenir là-dessus, c'est une question donc ces systèmes d'abord sont des systèmes qui font des listes, qui rassemblent des informations et qui les mettent ensemble. Donc en fait essentiellement, ce sont des fichiers. Comme dans le passé, très anciennement, on faisait des fichiers papier, des fiches avec des informations sur des individus. Et si on se projette, plutôt qu'on remonte le temps, donc on constate par exemple que quand les Britanniques ont colonisé les Indes, ont étendu, si vous voulez, leur emprise sur les Indes au début du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y avait déjà des fichiers qui étaient basés sur des interrogatoires et des dénonciations de personnes. Ces fichiers étaient moyennement crédibles, mais en tout cas, ils existaient et ils servaient de base à des actions de type militaro-policière, avec par après des arrestations, éventuellement des tortures ou des exécutions, des jugements, etc. On a un exemple qui est plus récent et qui nous est par exemple bien rendu dans la culture populaire avec le film La bataille d'Alger de Gilles Ponte-Corvo. Donc on voit les militaires français qui cherchent à éradiquer le FLN à l'intérieur de la ville d'Alger. Et il y a une scène où ces militaires français se rendent en fait dans des bâtiments de la police et ils capturent une grande armoire dans laquelle il y a des fichiers. Et cette image, quand même, symboliquement, elle représente un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont collectées, elles sont sous forme écrite à cette époque-là, au XIXe siècle, au XXe siècle, mais ce sont des fichiers donc basés notamment sur des collectes d'informations, des surveillances, des dénonciations, etc., etc. Et donc ces fonctions-là sont des fonctions traditionnelles. Et ce que les systèmes tels que Lavender ou le système Maven fait, c'est un petit peu la même chose, mais avec des technologies, avec plus d'appareillage, avec plus de quincaillerie, si on veut, tout autour. Alors, ce qui est tout de même assez particulier et assez spécifique, je pense, vous avez utilisé le mot data mining, donc c'est que les systèmes contemporains sont des systèmes qui sont capables de traiter des masses d'informations beaucoup plus conséquentes. Et les systèmes qui ont été déployés par par les forces armées israéliennes à Gaza ont la réputation de pouvoir traiter des dizaines de milliers de cas, donc en permanence et avec des paramètres qu'on peut programmer pour écarter certaines personnes ou élargir le spectre de ceux que l'on considère comme les personnes à risque ou comme les personnes qui sont considérées comme potentiellement dangereuses. Donc il y a cette question quand même donc d'une forme d'accélération et d'une forme également de traitement beaucoup plus massif et beaucoup plus industriel. Je pense que ça aurait été plus difficile dans le passé parce que ça aurait nécessité énormément de personnes sur place pour collecter beaucoup d'informations, pour interroger beaucoup de gens, éventuellement torturer des personnes. Ça a été le cas dans l'histoire également. Donc il y a cette première dimension qui est quand même assez importante. La seconde chose, donc là j'en reviens aussi à votre question, donc c'est la place de celui qui prend la décision, la place de l'être humain dans la boucle. Cette place, donc effectivement, a tendance à régresser ou plutôt elle se déplace parce que quand même, pour moi, il y a quand même des individus qui décident de déployer et d'employer ce système. Donc il y a une responsabilité humaine, ça c'est clair, et on sait maintenant à travers un certain nombre d'enquêtes que ces systèmes sont non fiables, ne sont pas suffisamment précis, mais il y a quand même des décisions politiques et militaires qui sont prises d'employer ces systèmes-là. Donc là, quand même, il y a une responsabilité humaine, elle est toujours extrêmement présente. L'armée israélienne, d'après les enquêtes qui ont été menées, donc affirme qu'il y a quand même une intervention humaine dans la boucle. Donc il y a quand même quelque part un être humain qui lit le rapport d'analyse qui est basé sur des interceptions de communication, des photos, etc., un traitement par la machine, à travers toute une série de paramètres qui sont établis et que je ne connais pas dans les détails d'ailleurs et qui peuvent être modulés par les opérateurs. Mais l'armée israélienne donc parle d'un contrôle qui est un
contrôle vraiment minime. Enfin, c'est-à-dire c'est un individu qui va contrôler pendant quelques dizaines de secondes. Quand on sait que c'est un programme qui surveille au moins 30 000 personnes, c'est un programme qui peut désigner des centaines, voire des milliers de cibles, donc c'est quand même un contrôle extrêmement minimal, ce qui fait que les chercheurs les plus critiques considèrent que ce contrôle minimal, en fait, est peut-être juste un apparat en fait de contrôle, mais qu'on a délégué massivement la décision à la machine. Mais voilà, mais il n'en reste pas moins que c'est l'individu, enfin c'est des individus qui ont octroyé cette licence, cette autorisation à la machine. Donc voilà, il y a un déplacement, surtout selon moi, de la responsabilité. Et dans ce déplacement, il y a un déplacement du droit également. D'une part, effectivement, de la responsabilité. Donc, vous le dites, il y a quand même un homme derrière l'enquête de Yuval Abraham dans 972, publiée le 3 avril 2024, fait état, à l'époque, de 20 secondes pour autoriser un bombardement. Donc, là, on parle de l'accélération de la boucle OODA, c'est-à-dire observation, orientation, décision, action. Et là, pour le coup, ce qui a l'air de ressortir de cet article, c'est que plus il y a cette accélération de décision, plus l'IA propose des cibles et rentabilise le parcours du drone ou de l'avion en disant on peut établir en parallèle un parcours de plus en plus précis pour que le drone revienne et puisse tuer encore plus de cibles, et plus vous cliquez, plus je peux tuer des cibles. Donc ce que j'ai l'impression de comprendre dans l'article, c'est que si personne ne désignait la première cible, il n'y aurait pas d'autres cibles forcément qui seraient reproposées. C'est plus on clique, plus la machine propose des cibles, tout en ignorant complètement la capacité de capture de la personne, de le faire prisonnier, tout en ne laissant absolument pas une seule place à la proportionnalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le problème qu'on voit à Gaza, c'est l'absence complète de proportionnalité. Vous m'en parlerez mieux, mais j'ai l'impression que le biais cognitif de la personne derrière l'ordinateur est en incapacité de comprendre réellement, en 20 secondes en tout cas, ça me paraît impossible, de comprendre la charge de la preuve, c'est-à-dire le biais par lequel l'algorithme a désigné cette personne. Il faudrait à minima lire un dossier. Alors, en 20 secondes, ça laisse le temps de dire oui ou non, et guère plus. Et ça pose également le statut du civil ou du combattant irrégulier. Et dans une certaine forme d'analyse, ces guerres par des États libéraux laissent à penser qu'ils sont incapables. Vous parlez d'États coloniaux, je remets tout ça sous le terme d'États libéraux, qui est incapable de penser le combattant irrégulier, qui considère comme illégal dans tous les sens du terme. Et donc, à partir de là, un civil, un combattant irrégulier, tout ça est un peu la même chose, parce qu'à un moment, il n'a pas d'uniforme, à un moment, il rentre aussi chez lui manger, à un moment, il est le fameux bouclier humain de l'un de l'autre, etc., etc. À votre niveau d'analyse, est-ce que cette guerre déclenchée à Gaza a accéléré encore l'utilisation de cette pratique, et quelle peut être la conséquence juridique? On voit bien que les armes nucléaires, bactériologiques, chimiques ont été interdites après leur usage. Est-ce qu'on est aujourd'hui à un croisement, et qu'est-ce qui peut aboutir de ces armes? Parce que c'est un marché mondial, vous l'avez dit, pour de nombreux pays, en Afrique, au Kazakhstan, qui sont clients des technologies israéliennes. Où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? À quel niveau on est sur le chemin qui nous amène vers cette pseudo-technologie innovante? Oui, alors c'est une excellente question. Il y a déjà beaucoup de choses en fait, hein, donc vous avez Oui, je vous laisse le temps d'aborder tout. Non, mais il y a déjà beaucoup d'éléments de réponse. Donc peut-être ce que je peux commencer par dire donc sur la question du droit. Donc il y a un chercheur états-unien qui s'appelle Samuel Moyn, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Human, et donc qui est un bouquin pas traduit en français, mais qui fait l'histoire des tentatives entre guillemets d'humanisation de la guerre. Et donc c'est une histoire du droit de la guerre.
Et il aborde donc en particulier ce qu'on appelle dans le jargon des juristes le jus in bello, c'est-à-dire le droit relatif à la façon dont on emploie la force, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser une bombe très puissante, moins puissante, est-ce qu'on a le droit d'utiliser une mine antipersonnelle ou pas, est-ce qu'on a le droit passer de tuer ou de torturer un prisonnier ou pas. Il y a une autre branche du droit qui s'appelle le jus ad bellum et qui concerne plus, si vous voulez, le droit de faire la guerre. C'est est-ce qu'il est légitime de s'attaquer, est-ce qu'on est en état de légitime défense, etc. Ce que montre Samuel Moyn, c'est que dans le débat politique, dans les débats publics, dans les médias, notamment, en fait, ces dernières années, ou plutôt ces dernières dizaines d'années, on s'est focalisé sur le jus in bello, c'est-à-dire que beaucoup de considérations, et notamment de considérations même d'organisations de défense des droits humains telles que Human Rights Watch, s'intéressent donc sur les moyens qui sont utilisés pour faire la guerre. Et beaucoup de débats qui concernent actuellement l'usage de l'intelligence artificielle sont des débats qui se focalisent justement sur ces questions-là. Donc, sont des questions légitimes. Hein, ne me faites pas dire que je trouve pas que c'est important. Hein, c'est juste que il faut considérer les deux choses à la fois, les deux types de droits. Et donc, quand on parle du cas d'Israël, de Gaza, les territoires occupés, etc., il faut pas oublier donc qu'on est dans une situation d'occupation militaire dans un premier temps, que donc il y a vraiment toute une série de questions juridiques qui sont de l'ordre du jus ad bellum et donc qui pose la question de est-ce que les forces israéliennes ont le droit d'agir dans les territoires occupés. Non, ils sont occupants. Normalement, la Palestine devrait être un État tout à fait souverain. Et donc, il faut pas que le débat sur l'intelligence artificielle devienne un espèce de tunnel dans lequel on finit par occulter les questions plus générales qui sont les questions d'occupation, le fait qu'Israël a été condamné par une série de déclarations au sein de l'ONU depuis des dizaines d'années, que c'est un problème qui est long, qui est récurrent, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais en même temps, ces débats sur l'usage de l'intelligence artificielle, sur l'éthique, etc., sont typiquement de notre temps. En fait, ça nous renvoie une fois encore au bouquin de Samuel Moyn qui dit qu'il y a cette évolution-là. Quand on parle aussi d'éthique de la guerre, ça pose le même type de problème en fait. Donc la guerre, avant d'être l'usage de la force, avant d'être éthique, il doit être respectueux du droit, ou à la fois du droit du jus ad bellum et du jus in bello. L'éthique, c'est un surplus, mais s'il y a l'éthique mais qu'il n'y a pas le respect du droit, il n'y a rien du tout. Donc la priorité, c'est vraiment le respect du droit. Donc il y a ça. Alors pour le reste, vous avez tracé des pistes importantes et qui permettent aussi de faire le lien avec l'usage des drones. C'est donc Grégoire Chavaillut qui avait écrit Théorie du drone il y a plus d'une quinzaine d'années de ça, donc avait mis le doigt sur un certain nombre de problèmes qu'on retrouve maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc effectivement, un drone armé, hein, j'entends, est destiné à tuer, à éliminer une personne. Donc si un combattant à l'époque en Afghanistan, un combattant taliban lâche sa Kalachnikov par terre, lève les mains et que le drone le survole, qu'est-ce qu'on fait? Le drone n'est pas capable matériellement de le faire prisonnier, mais c'est ce qui devrait se passer selon les règles de la guerre, donc on devrait, vu qu'ils se rend, les faire prisonniers. Mais on peut penser que dans un certain nombre de cas, on a préféré les éliminer parce qu'on disposait des moyens. Et que parfois, on a tendance à penser les problèmes en fonction des moyens dont on dispose. Hein. Donc si on dispose d'un marteau, comme on dit de façon un peu populaire, eh bien on a tendance à envisager que les problèmes sont une série de clous. Et si on a un drone capable d'éliminer des gens, on va considérer que le problème de la guerre, ça consiste à éliminer le plus rapidement un maximum de personnes. Donc là, vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose d'extrêmement important. Aussi également, donc le lien avec la guerre contre le terrorisme et la guerre qui était menée par les États-Unis en Afghanistan et en Irak. Donc il y avait un général états-unien qui s'appelait Stanley McChrystal, qui est représenté dans un film, je crois, qui s'appelle War Machine. C'est Brad Pitt qui jouait son rôle, qui est une espèce de caricature au niveau de la culture populaire. Et on voit donc dans ses mémoires, il l'explique assez clairement, c'est qu'en fait, il parle donc d'une chaîne, donc qui a tué des gens est conçue de manière industrielle. Donc il y a une productivité et il faut aller assez vite et il faut accélérer le processus. Et le problème traditionnel pour les militaires, de manière très cynique, le problème traditionnel pour les militaires dans ce genre de conflit, c'est d'avoir suffisamment de renseignements pour trouver un certain nombre de cibles. Les militaires américains et états-unis ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, avaient beaucoup de drones, beaucoup de chasseurs bombardiers, beaucoup d'hélicoptères, etc. Et le problème qu'ils rencontraient, en fait, à un moment, c'était un problème de trouver des cibles.
il fallait les trouver, il fallait les détecter. Et donc ils ont été amenés à développer des capteurs en nombre plus important. Et puis, comme ils avaient beaucoup d'informations, eh bien, il a fallu l'intelligence artificielle pour traiter les masses de films qui étaient tournés par les dizaines de milliers d'heures de films tournés par les drones. Donc ça se tient et tout ça forme effectivement un système qui se nourrit de soi-même. Et la question se pose d'une forme de perte de contrôle. Ce qui fait par ailleurs, par extension, parce qu'on le sait maintenant, que beaucoup de personnes qui ont été tuées par ces systèmes étaient des gens qui n'auraient pas dû l'être, soit parce que c'était des non-combattants, soit parce que, d'après le droit de la guerre, donc donc un insurgé, on peut l'éliminer s'il vous menace, mais s'il rentre à sa maison et qu'il est au repos chez lui, on n'est pas censé l'éliminer. Mais donc il y a beaucoup de gens donc qui ont été éliminés, tués d'une façon qui n'était pas correcte, qui n'était pas conforme à ce que prescrit le droit de la guerre. Et donc, de ce point de vue-là, si on prend un certain recul, on en vient à se demander si des conflits tels que la guerre en Afghanistan, qui a duré plus d'une vingtaine d'années au total, mais même les opérations qui ont été menées par les forces armées israéliennes à Gaza, si c'est pas en fait, on en revient donc à la guerre coloniale, si c'est pas en fait de très très longues opérations punitives, comme on faisait des raids punitifs en Afghanistan au 19e siècle, et on cassait tout, et puis on savait que ça calmait entre guillemets l'adversaire pendant un certain temps, et puis ça allait reprendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et on y retournerait. D'ailleurs, il y a même une expression qui circule au sein des forces armées israéliennes, mais qui s'est généralisée dans d'autres forces armées, c'est tondre le gazon. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il faut aller taper, passez-moi l'expression, aller taper pour les calmer un peu, puis on sait que par après, il faudra y retourner. Mais il n'y a pas et on en revient aussi à votre toute première remarque, donc sur Clausewitz, mais où est la question de la politique, où est la question donc de la gestion politique? Elle est absente finalement, quand on se laisse guider par les moyens dont on dispose. Vous parliez, j'aimerais revenir sur cette utilisation de l'IA à travers le programme Where is Daddy, qui justement suit les cibles. Donc je rappelle que par exemple à Gaza, c'est un système qui, dès le début de la guerre, va générer 37 000 cibles. Il était question de plusieurs, je crois, plusieurs milliers, presque une dizaine de milliers au Liban. Ce qui paraît énorme, ce qui paraît être quasiment la totalité des forces armées, que ça soit du Hamas ou du Hezbollah. Et donc, deux problèmes à ça, c'est que, une fois de plus, le technicien, lui, n'a absolument aucun moyen de contester le choix de la cible, parce que il faudrait qu'il ait la connaissance des cibles subalternes qui n'étaient pas du tout suivies jusque-là par l'être humain. Vous le disiez, c'est impossible de suivre humainement, même en étant spécialiste d'un mouvement, voire d'un mouvement dans une ville ou dans un quartier, les chefs, les responsables d'un second cercle, puis des personnes subalternes. Même en étant membre de ce réseau-là, on ne connaît pas tout le monde. Et le deuxième point, c'était que la stratégie israélienne, donc de ce logiciel, qui venait s'implémenter avec tout un tas d'autres logiciels, faisait le choix de le taper quand il rentrait chez lui, de le taper de nuit, si possible, quand il était avec sa famille dans son domicile, parce que l'IA considérait que c'était plus rentable. On était sûr de le taper, donc un missile, en fait un homme, un missile, et que finalement c'était moins compliqué, ça prenait moins de temps au drone que de le suivre en voiture, etc., etc. Quel est Qu'est-ce qu'on peut savoir comme ça de cette utilisation de Where is Daddy, et finalement de ses conséquences sur le droit, sur la morale et sur les conséquences juridico-éthiques? Oui, alors donc effectivement, donc vous avez bien résumé le mode de fonctionnement du système, de la machine en question. Donc ça pose de nouveau la question de savoir est-ce que c'est licite, est-ce que c'est légal en fait de faire ça. On n'est pas dans le cadre d'une véritable guerre non plus, hein, donc on est dans le cadre de quelque chose qui ressemble à une forme de répression. Certaines personnes pensent même que le terme guerre est totalement impropre vu le nombre de morts civiles à Gaza et qu'on devrait parler simplement de génocide ou de massacre généralisé. Mais donc, de nouveau, enfin, je veux dire,
l'armée israélienne, on le sait depuis pas mal de temps, donc joue sous le tableau. Elle essaie de profiter à la fois de la catégorie action policière et action militaire. Elle essaie de prendre ce qui est intéressant dans le droit de la guerre, ce qui lui permettrait donc d'agir militairement et de réprimer massivement. Mais en même temps, donc, elle mène une opération ou des opérations qui ont une connotation policière. Et on a assisté donc à une espèce de fusion entre les deux. C'est pas nouveau et c'est quelque chose qui est lié aussi à l'émergence. On en revient encore à ça, donc à l'émergence de la pratique des exécutions extrajudiciaires, à l'usage des drones pour mener des exécutions extrajudiciaires. Donc ça pose des questions juridiques de ce point de vue-là. Donc il faut garder les catégories pures, hein. Donc il y a un droit de la guerre et puis il y a des obligations dans le cas d'une occupation militaire, il y a des obligations dans le cas d'opérations policières et de répression, etc. Et là, donc, il y a eu une forme de, entre guillemets, de créativité de la part des institutions et des conseillers juridiques des forces armées israéliennes et au détriment du droit, parce que le droit, il est quand même initialement fait pour limiter l'usage de la force, et là, en fait, il est quand même détourné de ses usages premiers, il est plutôt utilisé, instrumentalisé pour donner l'impression aux forces de sécurité qu'elles sont tout à fait légitimes quand elles utilisent la force et éventuellement même en tuant des innocents dans un certain nombre de cas. Je pense aussi que ce que vous dites, donc ça amène une autre réflexion qui est une forme de dégénérescence aussi de la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'au départ, quand on regarde les origines, notamment de la lutte contre Al-Qaïda, donc et avant que George W. Bush n'arrive au pouvoir à la Maison Blanche aux États-Unis en 2000, à la fin de la présidence de Bill Clinton, donc il y a déjà eu des tentatives d'élimination de Oussama Ben Laden, mais donc ceux qui étaient visés, c'était les cadres, c'était les responsables des groupes terroristes, et c'était présenté comme quelque chose d'exceptionnel. C'était déjà quelque chose de très problématique sur le plan légal que d'envoyer des missiles américains frapper le Soudan ou frapper l'Afghanistan pour éliminer Oussama Ben Laden, et ça a causé des morts civiles, ces opérations-là. Mais l'idée, en tout cas, au départ, était quand même des formes de décapitation dans le raisonnement des militaires, des gens des services de renseignement. Donc c'était envisagé comme des opérations de décapitation, et en espérant que ça allait permettre donc de réduire les capacités des groupes terroristes. Puis ce qu'on voit ces dernières années, notamment avec l'émergence des systèmes à l'intelligence artificielle, la multiplication des capteurs, etc., c'est que c'est plus uniquement les cadres qui sont frappés, on frappe tous azimuts, y compris les plus simples porteurs d'armes en Palestine ou à l'époque en Afghanistan. Mais est-ce qu'il y avait une autre manière de penser pour l'IA? Parce que je m'appuie sur des recherches qui ont été effectuées par des groupes de chercheurs sur ces questions-là, prouvant en fait que, alors ils le font en statistiques, et je crois que c'est 27 ou 37% de chances d'éliminer un mouvement qui n'est pas un mouvement groupusculaire, donc un mouvement populaire, en décapitant les chefs. Donc en fait, la probabilité, quand on a décapité les chefs, la plus grande probabilité est que le mouvement va continuer. Il va se radicaliser, il va s'amplifier, il va améliorer sa base populaire, et en fait, il va continuer à exister tant qu'il y aura une cause à soutenir, peut-être de l'argent qui arrivera de l'étranger, enfin toutes ces raisons qu'on connaît. De fait, en mettant l'IA dans cette boucle de décision, face à une statistique qui est simple, qui est une recherche de scientifiques en relations internationales, en sciences politiques, en sciences militaires, et que même les militaires avouaient eux-mêmes dans les conférences, dans des livres, dans des doctrines. Est-ce qu'on n'a pas fini par faire valider une guerre qui n'a plus de fin en donnant une légitimation technique à un outil qui de toute façon va proposer des cibles sans fin, mais dans lequel on n'a absolument aucune solution. En fait, ma question est simple, c'est quelle est la place du diplomate, du politique et du militaire aujourd'hui, à l'heure de ces choix technologiques? Oui, c'est des questions qui sont de nouveau extrêmement légitimes selon moi. Donc, on a vu notamment depuis l'émergence de la guerre contre le terrorisme, donc le rôle du militaire devenait de plus en plus important, même parfois au détriment des services de renseignement, et le rôle du diplomate se réduire, voire même par moments le diplomate semble être en fait au service du militaire plutôt que le contraire. Donc où il est là pour aménager les conditions qui vont permettre d'user de la force.
Je pense peut-être aussi lié au fait que ce sont des opérations, dans le cadre d'opérations qui sont menées par des États entre guillemets occidentaux, qui font la guerre au loin, qui risquent assez peu de choses et donc qui sont pas extrêmement conscientes des conséquences et qui sont pas ou assez peu qui subissent les effets, mais de manière limitée. C'est-à-dire ponctuellement, il y a un attentat dans les villes européennes ou aux États-Unis, mais comparativement au déploiement de violence dans les États du Sud, c'est quand même relativement limité. Donc, quand on compare le nombre de pertes civiles, de morts, d'innocents. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose, c'est que comme vous, je pense effectivement que les décapitations, ça ne marche pas. Donc, on l'a vu historiquement. Les statistiques sont là pour le prouver. Donc, ce qui risque de se passer, c'est effectivement donc une radicalisation du mouvement. Parfois, il y a eu des fragmentations de certains mouvements. Donc, on pense que les décapitations sont le fruit de dénonciations et donc certains groupuscules se disputent entre eux ou revendiquent la prééminence dans la conduite d'un mouvement et ça a des effets délétères à l'intérieur de ces pays du Sud global, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Palestine, que ce soit en Irak, etc. Et ça nourrit des cycles qui sont des cycles qui peuvent être des cycles sans fin. Donc de nouveau, oui, ça pose très clairement la question de guerre sans fin à travers l'usage de ce type de système, de ce type d'équipement. Oui. Et si on prend l'écosystème économique de ces IA, je reviens sur des années très antérieures, hein, mais notamment à travers votre article et d'autres, il est cité que plus de 50 sociétés vont se créer entre 2003 et 2010. On peut imaginer qu'aujourd'hui la courbe est exponentielle. Des sociétés comme Defend, Exodigo, Libertad, celle qui va cartographier les souterrains aussi, qui doit être très utilisée à Gaza et au Liban. Alors elles vont se créer avec des gens qui sont dedans, dehors, des gens qui ont fait leur service militaire dans les unités d'élite type 8200 ou celle du Haman, et qui vont sortir de l'armée, créer des sociétés, trouver des marchés auprès de leur ancien employeur militaire, mais également auprès, vous le citiez tout à l'heure, de pays loin d'être démocratiques, en Afrique, mais également, finalement, en Europe. En Europe, dans l'OTAN. L'OTAN a un système qui s'appelle un système d'analyse prédictive qui s'appelle Athena. Vous citiez le système Maven, qui est un système de reconnaissance de pattern. Tout ça, c'est de l'assistance au commandement. Il y a également une simulation de scénario qui s'appelle MASA, qui est très en vogue chez beaucoup d'États occidentaux. Ensuite, il y a de l'optimisation de logistique. Comment faire le moins de trajets avec l'avion pour rentabiliser des trucs, mais également renvoyer des munitions le plus rapidement possible au front. Et puis ensuite, il y a enfin les systèmes autonomes, les robots, les drones, la guerre cyber finalement, et puis la guerre informationnelle. Tout ça étant mis aujourd'hui. Quand on regarde le panel, l'opportunité économique, comment est-ce qu'on peut penser qu'on a un moyen aujourd'hui d'arrêter ou de ralentir ou de légiférer sur ces questions-là? Oui, donc là aussi, il y a des choses importantes à dire à partir de vos remarques et de vos constatations de votre question. L'intelligence artificielle, jusqu'à un certain point, donc c'est une solution à la recherche d'un problème, ou c'est une solution à la recherche de problèmes. Donc c'est la logique économique, selon moi, est extrêmement importante. Et les entreprises, les sociétés, les startups notamment, qui sont formées, jouent un rôle dans le développement de ces systèmes-là. Alors, il y a les sociétés en question, donc celles que vous avez mentionnées, mais il y a par ailleurs un autre type d'enjeu qui est sous-jacent, c'est que pour faire fonctionner ces systèmes-là, vous avez besoin également de serveurs, vous avez besoin d'une infrastructure qui est une infrastructure plus conséquente. Donc le sommet de l'iceberg, si on veut, c'est ces startups qui proposent des produits, certaines comme Palantir, qui ont le vent en poupe, etc., qui sont par ailleurs extrêmement sulfureuses du fait des prises de position politiques de leurs responsables. Mais derrière ça, on a quand même, on a Google, on a Cisco, on a des fournisseurs de serveurs, des sociétés donc, qui fournissent de l'infrastructure de manière très conséquente. Et là, on est vraiment avec des business qui se chiffrent en milliards de dollars. Donc ça va encore au-delà de ces startups. Donc là, il y a ceci.
L'autre élément, c'est que pour le moment, donc un certain nombre de chercheurs, et c'est ce que vous faites par ailleurs, et tout à fait, de façon tout à fait légitime, donc on se pose la question de qu'est-ce qu'il advient de la guerre à travers le développement de ces nouveaux systèmes, et qu'est-ce que ça change dans la guerre, qu'est-ce que ça change dans la conflictualité. Donc ça a changé un certain nombre de choses. Il n'y a pas que de la nouveauté, comme j'ai dit préalablement, mais ça a changé un certain nombre de choses, donc ça accélère notamment les massacres. Mais ça risque aussi de changer des choses à venir, parce que pour le moment, donc au sein du Pentagone, il y a des initiatives qui visent en fait à développer ces systèmes pour faire une éventuelle guerre à la Chine à un moment ou l'autre. Et donc ça va potentiellement avoir des conséquences ultérieurement dans des guerres interétatiques. En Ukraine déjà, on utilise aussi ces systèmes-là. Et donc de ce point de vue-là, il faut se dire que Gaza, notamment, c'est un laboratoire, donc qui crée un horizon de possibilités pour d'autres opérations militaires. On voit aussi que l'intelligence artificielle est une sorte de solution à la recherche de problèmes pour que ça profite à ceux qui développent les systèmes en question. Et on voit que il est question d'utiliser l'intelligence artificielle non plus uniquement pour faire la guerre au terrorisme ou la guerre aux Palestiniens, mais pour déployer des drones massivement contre la Chine en cas de conflit entre cet État et les États-Unis. Et je pense que ce que cela évoque aussi, c'est que au niveau des intérêts économiques, c'est que ça fait penser donc à la logique de l'arsenal baroque, qui est donc quelque chose un concept qui avait été développé par une chercheuse qui s'appelle Marie Kaldor, qui avait écrit là-dessus à l'époque de la guerre froide, et qui disait que régulièrement l'industrie d'armement donc développe des gadgets que l'on adapte à des systèmes qui préexistent. Donc on a le tank, et puis dans les années 70 et 80, on ajoute des ordinateurs ou des capteurs électroniques sur les tanks, et donc l'industrie peut créer des besoins de cette manière-là, peut fourguer des nouveaux équipements aux forces armées. Et puis des dizaines d'années d'après, eh bien on ajoute donc l'intelligence artificielle, et ça va potentiellement permettre d'écouler des systèmes anciens, mais qui seront adaptés ou modernisés, non seulement avec les capteurs des années 80 ou les ordinateurs, mais aussi avec l'intelligence artificielle. Donc vraiment, les questions économiques sont vraiment centrales selon moi dans ces évolutions. Est-ce que sur la question économico-politique, est-ce qu'on peut penser que les pays pauvres, entre guillemets, des pays du Sud global, ont une chance, entre guillemets «chance», de rentrer aussi sur ce marché de l'IA? Je pense peut-être à des pays dont j'ai pas trop entendu parler, mais bon, la Chine, je vois à peu près, on ne sait pas vraiment sur quoi ils travaillent, mais est-ce que l'Inde, est-ce que le Brésil, est-ce que l'Iran, est-ce que des pays comme ça qui sont ou en Afrique, je ne sais pas, je citerai par exemple l'Afrique du Sud qui avait notamment sur les médicaments génériques une industrie pharmaceutique, donc je peux imaginer qu'il y a des ingénieurs en capacité. Ça reste un pays suffisamment grand avec des enjeux sécuritaires. Est-ce que c'est des pays qui peuvent rentrer dans cette course à l'armement intelligent et autonome, ou est-ce que c'est des pays qui vont toujours être les victimes et qui vont jamais pouvoir faire interdire ces armes et les réguler au sein de l'ONU ou d'une cour à Genève ou ailleurs, au sein d'un traité? Quelle est, selon vous, la perspective pour ces États du Sud global? Alors je dirais ceci, donc je dirais d'abord qu'effectivement certains États sont déjà, donc certains États autres que les États-Unis, les États européens sont déjà en train de s'intéresser, et qu'Israël sont en train de s'intéresser à l'intelligence artificielle et à travailler à ces développements-là. Donc la Chine, dit-on, investit déjà dans ces moyens-là. La Russie a tenté également d'investir dans ces moyens depuis plus d'une dizaine d'années, mais avec des résultats qui semblent assez décevants. Donc sur le plan technique, hein, j'entends, c'est strictement technico-technique, donc avec des résultats assez décevants. Et ce que ça invite comme réflexion, c'est qu'il y a des formes de mimétisme qui existent, hein, d'abord. Donc notamment les décideurs politiques russes parlaient de s'inspirer de ce qui se fait à Silicon Valley, ils parlaient de s'inspirer de ce que fait la DARPA, c'est la Defense Advanced Research Project Agency, donc une agence du Pentagone en charge du développement de solutions entre guillemets innovantes. Et donc il y avait quand même vraiment dans le discours russe des références à ce que font les États-Unis. Donc il y a cette dimension de mimétisme qui est quand même extrêmement présente. On peut se poser aussi la question de développement en collaboration avec des entreprises
entre guillemets occidentales dans des États tels que les Émirats arabes unis, hein, donc où on sait qu'il y a des entreprises d'armement, notamment françaises, qui sont installées. Il y a des recherches de collaboration, de coopération, etc. Donc, il est possible effectivement donc que ces systèmes se banalisent et se généralisent dans les années à venir, au même titre que c'était le cas pour les tanks, c'était le cas pour l'artillerie, pour la mitrailleuse et pour d'autres systèmes. Est-ce que ces systèmes seront moins performants quand ils seront développés par ces États? Historiquement, en tout cas, c'était plutôt le cas avec d'autres catégories d'armes, mais c'est intéressant parce que si on voit les choses à un niveau global, donc il y a une course, c'est-à-dire que l'argument parfois, c'est que comme nos adversaires, entre guillemets, sont capables de développer ces systèmes, il faut que nous-mêmes allions plus vite. Et donc finalement, les entreprises sont avantagées par le fait que dans d'autres États, des États du Sud global, des États qui, à juste titre ou pas, on considère comme problématiques, hein, ça peut être la Corée du Nord ou n'importe quel État du monde. Donc, on développe des technologies qui ont été créées en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. C'est un argument pour qu'on continue à faire de la recherche sans fin dans nos propres États pour davantage d'armement. Vous évoquez le désarmement ou l'interdiction de certains systèmes d'armes. Effectivement, donc les accords internationaux sont une manière de mettre un terme à ces processus-là et d'éviter ce qui, selon moi, est essentiellement un gaspillage de moyens. C'est de l'argent qui, en particulier dans les pays qui ont des ressources limitées, devrait être prioritairement consacré au bien-être des populations en question. Un autre élément, donc notre réflexion que je lis, qui est un peu indirecte si vous voulez, c'est que tout autour de ces systèmes-là, il y a quand même, et pas rien que ces systèmes-là, hein, dans le passé c'était les tanks, les chasseurs bombardiers, c'est qu'il y a des discours, on appelle ça de solutionnisme technologique. L'idée, donc, ces systèmes sont très performants et que donc on peut leur faire confiance et que donc ils vont résoudre des problèmes qui fondamentalement sont des problèmes politiques. Mais c'est jamais démontré. Ces systèmes-là, donc, appellent à développer des systèmes qui sont toujours plus performants, qui coûtent toujours plus cher, et écarter justement la question de résolution politique des tensions et des conflits. Oui, et j'ai l'impression, je vais résumer ma dernière question par cette impression. J'ai l'impression qu'on retire le fantassin du champ de bataille parce qu'il est trop coûteux à former, sa mort a un impact trop grand dans l'opinion publique, que c'est en plus ça peut être notamment dans le cas des guerres asymétriques, le fait d'avoir un prisonnier pris par le Hezbollah ou par le Hamas, on sait que ça va coûter, entre guillemets, la libération de dizaines ou de centaines ou de milliers de prisonniers qu'on a fait par ailleurs comme un stock en prévoyant qu'on va avoir besoin de faire des échanges de cadavres ou de prisonniers. Donc on retire ce fantassin du champ de bataille. Pour le cas de mon podcast, j'étudie le fait que 5 divisions n'ont pas pu rentrer au Liban Sud. Moi, je me pose la question légitime de savoir est-ce qu'elles avaient une volonté réelle de rentrer ou est-ce que le Hezbollah était à ce point supérieur sur le terrain alors qu'il était bombardé en permanence par des drones et l'aviation. Ensuite, on retire l'officier de la chambre de commandement pour le remplacer par une IA finalement, parce que ça va plus vite, parce qu'il peut traiter beaucoup plus de choses et que voilà. Donc la valeur militaire, à quoi bon former des militaires finalement? Les valeurs militaires, on peut être antimilitariste, mais il y a quand même des valeurs de la guerre, il y a quand même du droit humanitaire qu'on appelle le droit de la guerre, etc. Et ensuite, on a l'impression que le politique, et le politique dans le sens de ce que sont les politiques israéliennes ou trumpistes, ou c'est-à-dire des gens qui pourraient en parallèle être poursuivis par des cours de justice chez eux ou à l'international pour tout un tas de choses. Prise de pouvoir, malversation, corruption, voire génocide. Que ces gens-là vont s'occuper d'absolument tout dans la guerre, y compris à un niveau tactique. Un peu comme Lyndon Johnson qui demandait à ses troupes d'intervenir ça et là au Vietnam, en se passant justement de la chaîne de commandement complète. Je cite pour le cas du Liban, l'assassinat de Hassan Nasrallah qui aurait dû être fait avec 40 tonnes de bombes et où le pouvoir politique a demandé de doubler
pour être sûr de ne pas le rater, mais en dehors de toute considération. C'est-à-dire un peu comme si moi je vous disais, rajouter du sucre, on ne sait jamais. J'ai l'impression que ça va pas être assez sucré dans la recette de gâteau, mais sans être, cuisinier, pour autant. Heu, Est-ce qu'on est là, à un tournant quand même des États occidentaux sur laquelle ça va être très, très difficile un peu comme s'il y a eu un avant et un après Nuremberg, un avant et un après, le génocide des Juifs en Europe. Est-ce qu'on n'est pas, à un tournant énorme, pour les pays occidentaux vis-à-vis de cette IA? Oui, alors là aussi, hein, c'est des questions très légitimes. D'abord, ce que ça m'évoque, donc c'est un livre qui date maintenant aussi quand même d'il y a une quinzaine d'années environ, un livre qui a été écrit, pas traduit en français, écrit en anglais par un chercheur qui s'appelle Martin Shaw. Et c'était The Western Way of War. Donc, il a écrit sur la façon, entre guillemets, occidentale de la guerre et qui indiquait que dans le contexte de l'après-guerre froide, des guerres contre le terrorisme, on avait des guerres dans lesquelles les armées entre guillemets occidentales, qui étaient déployées dans les pays du Sud global, connaissaient une mortalité moindre et que finalement il y avait un report de risques sur les populations civiles et qu'on était prêt à faire prendre des risques aux civils pour éviter de risquer la vie de militaires états-uniens, français, belges, britanniques, etc., ou israéliens même hein, pour le coup. Et on voit ça de nouveau à l'œuvre dans la situation actuelle à Gaza avec l'utilisation de chasseurs bombardiers, de drones, de l'intelligence artificielle et un nombre plus limité de victimes parmi les fantassins sur le terrain. Alors, ce style, entre guillemets, de la guerre, ça reste quand même un pari parce que on le voit avec l'Ukraine, hein, donc il y a quand même, il y a encore des vraies guerres classiques et les guerres, elles peuvent dégénérer. Moi, je crois que ces conceptions, donc ce sont des conceptions qui sont notamment un héritage de nouveau de la guerre contre le terrorisme, où des États très puissants vont en fait, avec des très gros moyens, faire la guerre à des adversaires en nombre limité, dans des territoires du Sud global. Mais, la possibilité qu'il y ait affaire à de nouveau des guerres classiques, elle n'a pas totalement disparu. Et donc il faut être prudent par rapport à ça et ces systèmes-là donc font des promesses qu'ils ne sont pas capables de tenir et qui peuvent nous mettre, dans des engrenages qui seront plus difficiles à contrôler. Les forces armées disposent encore de tanks. En Europe, on est en train de reconstruire des tanks, classiques, des pièces d'artillerie, des obusiers automoteurs. On relance la production de munitions, classiques pour des armes légères et de petit calibre. Donc tout ça ne disparaît pas. Donc on a, si vous voulez, le basique de la guerre qui est toujours là, et puis on a rajouté une autre couche, et cette autre couche, qui est l'intelligence artificielle, ne va pas faire nécessairement disparaître la guerre plus classique et plus ancienne. Elle peut toujours revenir, et donc il faut être très prudent justement à ce que les systèmes les plus modernes ne nous mettent pas, encore une fois, donc dans un système d'engrenage où on finirait par, quand on constate qu'il ne fonctionne pas, à devoir refaire la guerre comme on l'a fait en 40-45 et en 14-18. Donc, encore une fois, l'importance du politique. Et puis ça m'inspire quand même aussi autre chose qui est, le fait que quand on crée des armes, on crée des boucliers par après et que c'est les mêmes qui profitent en fait de ces systèmes-là. Donc là, on voit se multiplier les drones. C'est un produit, israélien, états-unien au départ. Et ben maintenant, donc on voit que les capacités de production sont, banalisées, notamment, en Iran, en Turquie et en Chine. Et on se retrouve et aussi dans le secteur civil tout simplement. Et donc maintenant on prend la banalisation des drones et c'est notamment l'industrie qui nous les a produits et a dit que c'était une arme idéale pour éliminer des terroristes qui maintenant nous propose en fait des équipements soi-disant idéaux, donc un mur anti-drone en Europe. Donc il y a encore donc des questions de business qui se profilent dans ces questions-là. Ma dernière question serait plus, pour finir sur notre cas européen. En termes de liberté publique, on l'a beaucoup vu aux États-Unis avec le retour des vétérans, de la guerre d'Irak ou d'Afghanistan, qui sont rentrés dans les forces de l'ordre, civiles, donc des shérifs, la police et cetera. Et on a vu une transformation de la police qu'on connaissait dans les séries télévisées des années, 70, 80, 90. Aujourd'hui, la police américaine, elle est largement militarisée, hein. Elle dispose de petits véhicules de l'avant blindés, de mitrailleuses lourdes, elle peut disposer de drones etc., y compris pour chasser des migrants au sud ou pour, intervenir contre des narcotrafiquants. D'ailleurs, Trump, bombarde en mer
des narcotrafiquants, c'est également une première, hein. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à les capturer, on les tue enfin, donc là, on est vraiment dans l'assassinat, extrajudiciaire, mais pour une raison de trafic de drogue, hein, donc on n'est plus sur une menace terroriste. Et quelles conséquences, pour au-delà des États-Unis, pour nous, en Europe, sur ce danger que, finalement, on est là un peu dans une guerre en avant? Ce que vous me disiez, ce que je comprends, cette guerre contre le terrorisme, en fait, elle peut pas s'arrêter, elle va finir par trouver d'autres cibles tout le temps ou à se civiliser pour trouver d'autres marchés et cetera et cetera. Est-ce qu'on en est là, selon vous? On risque d'en arriver là, hein, donc ce à quoi vous faites allusion, en fait, c'est l'effet boomerang, qui est quelque chose qui avait déjà été, notamment mis en exergue par un intellectuel des droits, afro-américains qui s'appelait, W.E.B. Du Bois, qui avait parlé donc de l'émergence de la guerre 14-18, de la guerre industrielle et qui faisait le lien entre, la guerre 14-18 et les guerres plus anciennes dans les colonies, en disant qu'on avait expérimenté, des techniques, assez dure, notamment la mitrailleuse qui avait été déployée dans les colonies, puis elle s'était retrouvée donc en Europe. Hannah Arendt aussi avait développé des travaux sur l'impérialisme et montré que le totalitarisme, selon elle, donc est une des conséquences, en fait, un effet boomerang de l'impérialisme. Ces questions se posent tout à fait légitimement. Donc, pour le moment, donc on emploie ces systèmes effectivement loin, entre guillemets, loin de nous avec des guillemets, hein, donc c'est la perception qui domine, c'est-à-dire on est blanc, européen, etc. Et donc on utilise ça dans les pays du Sud contre entre guillemets, les barbares. Mais oui, il y a un moment ou l'autre, ça risque de se retourner contre nous. Et de fait, donc il y a déjà eu des expérimentations et des systèmes de contrôle policier se développent. Et il est probable qu'à un moment ou l'autre, si c'est pas déjà le cas, donc servent à contrôler nos propres populations. Oui. Sur ces paroles, peu optimistes, mais que je trouve, très bien pesées malgré tout. Je vous remercie pour cette entrevue, pour cette rencontre. Est-ce que vous avez des ouvrages en cours de publication, des articles ou des livres qui vont paraître? Alors, d'abord merci à vous, hein, pour cet entretien qui était très intéressant, vraiment, donc et vos questions donc qui étaient très pertinentes. Bah, les éditions de l'ULB vont faire paraître bientôt, probablement le mois prochain, un livre que je consacre aux questions d'armement, qui est simplement pour titre Les armes, et qui sera un petit ouvrage, mais qui se focalise pas sur l'intelligence artificielle, mais plutôt vraiment sur les armes conventionnelles et les liens avec l'industrie. Voilà. Christophe Wazinski, merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet entretien. Retrouvez toutes les autres interviews et bien sûr les 14 épisodes du documentaire toutes les semaines sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à soutenir ce podcast si vous l'avez apprécié en le faisant connaître autour de vous, en laissant un commentaire, notamment sur Apple Podcast, ou en vous abonnant pour aider à son référencement.